Tu viens d'acheter ton tout nouveau MacBook et le moment qui sort de la boîte, il faut absolument que tu changes ces 12 paramètres, sinon il est quasiment inutilisable. Bon, j'exagère un peu. Le premier truc que je vais changer sur mon Mac, c'est la position du dock, parce que par défaut, il est tout en bas. Et sur l'ordi, on a moins d'espace vertical que d'espace horizontal. Donc ça fait du sens de préserver cet espace vertical et de mettre le dock sur la gauche ou sur la droite. Moi, je préfère le mettre à gauche. Et aussi de le réduire de taille, parce que par défaut, il est quand même assez gros. Mais de mettre une grosse effet de loupe, comme ça, quand on met la souris dessus, et ben on peut facilement voir ce qu'il y a dedans. On va aussi activer le fait de cacher le dock une fois qu'on l'utilise pas, comme ça on récupère des précieux pixels sur notre écran. Si on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut changer les paramètres internes de comment s'affiche le dock. Donc pour changer l'animation, moi que quand je vais chercher le dock, il y a un petit délai à chaque fois. Tu mets ma souris et hop, ça arrive, tu vois. Et donc on perd une précieuse demi-seconde à chaque fois qu'on met sa souris sur son dock. Et pour changer ça, on peut aller dans le terminal et rentrer ces deux commandes. Ces commandes elles vont permettre de modifier le temps de l'animation que prend le dock à s'afficher et à s'enlever. Et ça va aussi redémarrer notre dock. Et là maintenant ça change tout, on voit que le dock il est super responsive, il a la pêche, il répond vite, tu vois. Une des autres choses que je change direct dès que j'ai un nouveau Mac, c'est la vitesse du trackpad. Je vais la mettre assez rapide, pas au max, mais quand même un petit peu plus réactif parce que je trouve que la vitesse par défaut est vraiment trop lente. Une autre chose qui n'est pas super importante, mais que j'aime bien changer dès que j'ai mon ordi, c'est ici dans les paramètres de partage, on a ici le nom de l'ordinateur. Par défaut, c'est un nom super long, il y a marqué le nouveau MacBook Pro de Thomas. C'est bon, on a compris. Je préfère mettre un nom que je vais pouvoir reconnaître direct et qui va pas être super méga long. Un autre truc qui va rapidement t'énerver, c'est que par défaut, l'écran s'éteint au bout d'1 minute d'inactivité. Si tu es en train de lire un article et que tu n'es pas en train de toucher ton trackpad, et ben au bout d'1 minute, à chaque fois, ton ordi va s'éteindre, donc c'est un petit peu chiant. Donc moi, je vais le mettre par défaut à 10 minutes, comme ça permet quand même de sauvegarder la batterie si jamais je laisse traîner mon Mac et j'oublie. Un truc pour lequel je me fais charrier assez souvent, c'est la taille de mon curseur. J'aime bien avoir un gros curseur parce que par défaut, la taille est vraiment toute petite et puis ça arrive souvent qu'en fait tu le perds, surtout quand tu commences à avoir plusieurs écrans. Donc j'aime bien abuser un petit peu et avoir un gros curseur. Peut-être que je compense quelque chose, mais comme ça au moins, je le perds pas, je sais où il est à tout moment. Ce que j'adore sur macOS, c'est les Spaces, donc les différents écrans qu'on peut avoir et qui permettent vraiment de gagner de l'espace quand on est sur un petit écran de laptop. Mais il y a un truc qui peut te rendre fou. Si tu vas dans Mission Control ici, il faut absolument que tu désactives réarranger automatiquement les espaces basés sur l'utilisation la plus récente. Sans ça, il va te prendre tes applications qui sont dans différents espaces et il va commencer à les bouger d'espace et tu vas jamais retrouver tes applications. Tu vas être tout le temps en train de te dire, mais attends, cette appli, je l'avais mis dans l'écran 3, pourquoi elle se retrouve dans le 1 maintenant? C'est vraiment pas pratique du tout. En parlant de fausse bonne idée, une autre chose à désactiver, c'est l'autocorrection. Si tu vas ici dans clavier et ensuite dans texte, tu vas corriger automatiquement les fautes. Et c'est une correction qui est bien quand on est sur téléphone où en fait on fait plein de fautes de frappe. Mais sur un ordi avec un clavier full size, on fait pas tant de fautes de frappe que ça. Et si tu désactives pas ça, ça va constamment changer ce que tu écris en fonction de ce qu'il y a dans le dictionnaire. Et ça c'est super chiant parce que tu n'écris pas exactement comme un dictionnaire à chaque fois. Ça va pas te désactiver la correction orthographique, ça va toujours te souligner quand il pense qu'il y a des fautes, mais ça va pas changer le mot à chaque fois que tu appuies sur espace. Toujours dans clavier, le genre de choses qui est assez difficile de s'en passer une fois qu'on est habitué, c'est la répétition des touches. Donc par exemple, quand je vais rester appuyé sur une touche, par défaut c'est super lent. J'appuie sur la touche D par exemple, ça me fait D, et ensuite D, c'est trop lent. Et là on peut se dire que ça sert à rien de faire ça, mais c'est surtout en fait quand tu es en train d'effacer des choses. Donc là imagine, je veux effacer mon DDD, bah je fais pareil. J'appuie sur effacer, et là j'attends. Ça efface, ça efface, ça efface, ça efface. Oh putain. C'est trop long, on n'a pas le temps là, on gagne des demi-secondes. C'est vraiment trop long, on n'a pas le temps d'attendre aussi longtemps pour pouvoir juste effacer du texte. Donc ici, la répétition, on met fast, on veut que ça aille vite. Et le délai de la répétition, c'est combien de temps ça va attendre avant de commencer à effacer en boucle. On veut que ça soit le plus court possible. Et donc là maintenant, effacer, Donc une fois qu'on est habitué à ça et qu'on retourne sur un ordi qui est configuré par défaut, c'est trop lent, c'est insupportable. Maintenant qu'on a modifié ces paramètres, on peut enfin relaxer. Et quoi de mieux pour relaxer que d'aller dans Général et d'activer le Dark Mode. Ah, ça fait du bien, on est dark, on n'a pas cette lumière qui nous agresse les yeux. Par défaut, ça va être en automatique, donc le jour, ça va être clair et le soir, ça va être sombre. Mais moi, j'aime bien que ça soit dark, sombre, discret tout le temps, tu vois. L'astuce la plus stylée qui va te faire gagner en productivité, en connaissance, en tout. Ça marche dans tous les navigateurs, tu vas ici dans la barre d'adresse et tu tapes youtube.com/cocadmin et après tu arrives ici et bam, tu cliques sur subscribe. Et là, mon gars, boum, tu stonks! Après avoir changé tout ça, le Mac est enfin utilisable, je vais pouvoir commencer ma journée. J'ai un petit peu de montage vidéo à faire, mais comme j'ai du mal à me concentrer chez moi, je vais aller au bureau pour finir ça. Donc là, je vais devoir installer tous les outils que j'ai besoin pour faire mes vidéos.
Pour le montage, moi j'utilise Adobe Premiere Pro. J'ai un peu, comment on dit, une love-hate relationship. À la fois j'aime et je déteste ce logiciel. Je l'aime bien parce que je l'utilise depuis longtemps, je suis habitué, j'ai tous mes raccourcis, etc. C'est avec Premiere que j'ai fait presque toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Mais je le déteste parce que c'est des problèmes. Parfois c'est lent, parfois ça bug, ça crash. C'est vraiment ultra frustrant à utiliser. Mais sur ce MacBook, honnêtement, j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes avec Premiere, c'est super rapide. Adobe, ils ont fait une version optimisée pour les processeurs ARM, donc ça tourne vraiment bien. Évidemment, il reste quelques petits bugs à droite à gauche, mais globalement, je trouve que j'ai une meilleure expérience sur mon MacBook que sur ma grosse tour chez moi. Donc pour pouvoir récupérer mes fichiers, j'utilise Google Drive. J'ai l'impression d'utiliser tous les systèmes de stockage. J'ai Google Drive pour mes vidéos pour YouTube, j'ai iCloud pour mes photos perso, et j'ai Dropbox pour les documents, les trucs comme ça. Mais pour YouTube, c'est principalement Google Drive, parce que c'est là où j'ai les meilleures performances pour pouvoir uploader et downloader les vidéos, mais aussi pour pouvoir les partager avec les monteurs, les sponsors, etc. C'est un des plus pratiques. Ensuite, j'ai besoin de VLC parce qu'il y a QuickTime par défaut qui peut lire la plupart des formats, mais c'est pas le plus pratique. Il y a certains formats que ça lit pas, comme le MKV par exemple. Et il y a certaines fonctionnalités de VLC que j'aime bien, comme pour le fait de pouvoir prendre des screenshots, le fait de pouvoir choisir la taille de ses sous-titres, des choses comme ça. Plein de petits détails auxquels on s'habitue et donc du coup c'est difficile de revenir en arrière. Un autre petit outil que j'utilise de temps en temps qui est super puissant s'appelle FFmpeg et c'est un outil en ligne de commande qui permet de pouvoir facilement transcoder ou réencoder des vidéos, pouvoir changer leur format, pouvoir les découper ou pouvoir joindre deux vidéos sans forcément tout devoir réencoder. Ensuite, pour tout ce qui est collaboration, on dirait pas comme ça, mais pour pouvoir faire les vidéos sur la chaîne, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les vidéos. Donc pour pouvoir s'organiser, se synchroniser, il y a des gens qui m'aident pour pouvoir trouver les sujets, pour pouvoir faire le montage, pour pouvoir faire le thumbnail, pour pouvoir faire le script des vidéos. Donc il faut pouvoir se synchroniser et partager des informations, et pour ça j'utilise Notion. Donc Notion, au tout début j'étais super content de trouver cet outil parce que c'est ultra flexible, on peut vraiment le configurer pour que ça soit exactement de la manière dont on travaille, et comme il n'y a pas vraiment de logiciel fait exprès pour quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, bah c'est une des meilleures solutions. Par contre, quand on commence à l'utiliser vraiment beaucoup, il y a quelques petites choses qu'on penserait simples, qu'on penserait possibles avec Notion et qui ne le sont pas, et là c'est assez frustrant parce qu'on se retrouve un petit peu bloqué. Aussi, c'est pas un programme qui est un des plus réactifs. Quand on est en train de rentrer des données, écrire du texte dedans, il y a des petites latences qui font que c'est assez frustrant à utiliser. À un moment, j'ai songé à passer à Obsidian, qui est une alternative open source et qui est basée sur le Markdown, donc un format texte que j'aime bien utiliser. Mais j'ai pas encore fait le switch complètement parce que ça a quand même l'air un petit peu plus compliqué à utiliser que Notion. Ensuite, un incontournable, j'ai besoin de Discord pour pouvoir communiquer avec tout le monde, pour pouvoir parler avec les gens sur le Discord des Cocadmin que vous pouvez rejoindre si vous n'êtes pas encore dessus. Et Discord, ça marche super bien, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a toujours un par contre, sur les nouveaux Mac M1 ou M2, les Mac ARM, il faut passer à travers 3-4 étapes pour pouvoir faire fonctionner le son quand on est en partage d'écran. Donc ça, c'est un petit peu chiant, ça fait un petit peu peur aussi parce que ça nous demande d'activer des extensions du kernel, de rebooter notre ordi 3 fois et d'accepter 3-4 messages qui nous disent attention, fais surtout pas ça, mais toi tu dois quand même dire oui, je vais le faire. Mais une fois que c'est fait, Discord ça marche super bien. Et comme là je suis au bureau, de temps en temps je dois récupérer des fichiers ou faire des choses sur mon ordi de bureau qui est à la maison, et pour ça j'utilise Parsec. Et Parsec, c'est un petit peu comme VNC ou comme TeamViewer, ça permet d'accéder à un ordinateur à distance et ça fonctionne super bien, j'ai jamais eu de problème avec, même si on a une connexion qui est pas super top, ça marche, et donc je peux accéder à mon ordi de n'importe où, et ça c'est quand même assez rassurant. Je sais que si j'ai oublié un fichier ou quelque chose comme ça, tu peux le transférer depuis un ordi à l'autre. Maintenant que j'ai fini mon petit montage, je vais pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Mais avant de finir la journée, je dois préparer une vidéo qui va arriver bientôt, où je dois apprendre à utiliser Kubernetes. Pour ceux qui connaissent, ça va sortir bientôt. C'est un outil cloud dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc j'ai besoin d'avoir sur mon ordi les outils qu'utiliserait un SRE ou un administrateur système ou même un développeur. Et un des trucs que j'ai besoin direct quand j'ai un nouvel ordi, c'est un outil pour gérer le presse-papier, le clipboard. Quand on développe ou on gère des systèmes, on a besoin de faire beaucoup de copier-coller. Ouais, on dirait pas comme ça. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir un gestionnaire de presse-papier sur votre ordi. Sur Mac, celui que j'ai choisi, il s'appelle Mackie. Et ça permet en fait d'avoir l'historique de toutes les choses que vous avez copiées, que ce soit du texte, que ce soit des images, et de pouvoir facilement retourner en arrière et chercher dans l'historique de votre presse-papier. Une fois que tu es un peu habitué, tu pourras plus jamais t'en passer tellement c'est pratique. Ensuite, une autre chose qui me stresse quand j'utilise un nouvel ordi, c'est les modifiers. Il y a des touches comme par exemple Caps Lock qu'on n'utilise jamais, mais qui sont ultra bien placées sur le clavier. Et donc on peut les remapper à des touches qui sont bien plus utiles
utiles pour des développeurs, comme par exemple Echap qu'on utilise tout le temps, surtout si on utilise la ligne de commande et des choses comme ça. Et aussi sur Mac, ce qui est un petit peu chiant, c'est que les boutons fonction et contrôle sont inversés. Et donc moi, comme j'utilise à la fois des PC et des Mac, je préfère qu'ils soient à peu près au même endroit parce que pareil en ligne de commande, on a souvent besoin d'utiliser contrôle. Et donc ce que je fais, c'est que j'inverse la touche fonction et la touche contrôle pour pouvoir garder un schéma de clavier consistant entre PC et Mac. Ensuite, pour se faire plaisir, on va changer le thème du terminal par défaut. On va le mettre un petit peu plus sombre pour aller avec le dark mode de notre Mac. Avant, j'utilisais d'autres terminaux alternatifs comme iTerm 2, mais honnêtement, maintenant, je trouve que le terminal par défaut suffit largement pour ce que j'ai besoin de faire. Si jamais j'ai besoin de vraiment beaucoup de fenêtres, je vais utiliser Tmux, et ça fait vraiment tout ce que j'ai besoin. Pour pouvoir éditer les fichiers de conf, éditer son code, pour moi, VS Code, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de petits plugins pour le mettre à sa sauce, pour que ça fasse exactement ce qu'on veut. Moi, j'en utilise pas beaucoup, j'aime bien la version par défaut. Je fais pas tant de développement non plus. VS Code, c'est le best. Même parfois, quand je prépare des formations ou des vidéos, ça arrive que je les écrive dans VS Code tellement je suis habitué. Ensuite, un incontournable, ça va être Docker. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une version de Docker qui fonctionne sur les machines sur ARM. Et Docker, ça permet de pouvoir lancer des conteneurs et donc de pouvoir utiliser plein d'applications qui sont conteneurisées ou même de créer ses propres conteneurs. Donc moi, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser des applications facilement sans les installer sur mon ordi, je trouve que c'est grave pratique. Un autre outil du même style que j'ai découvert récemment s'appelle Multipass. C'est le gestionnaire de machines virtuelles de Ubuntu. Et ce qui est cool, c'est que sur les nouveaux Mac ARM, ça fonctionne et ça permet d'avoir des machines virtuelles. Donc c'est vraiment des machines virtuelles ARM, donc on ne pourra pas installer Windows classique par exemple. Mais pour faire des petits laboratoires, pour pouvoir faire des petits tests, etc., c'est assez cool et c'est très simple à utiliser et c'est très performant parce que c'est une machine virtuelle. C'est pas de l'émulation qui serait ultra lent sur ARM. En parlant de MacBook, de tech, tout ça, est-ce que tu savais que toute l'industrie de la tech te ment? Clique sur cette vidéo pour savoir pourquoi.